surpris, hein, mais... mais c'était bon quand même, hein, ce qu'on a mangé. On n'a pas mangé beaucoup, mais c'était très bon. Qu'est-ce que vous transportez comme ça dans les sacs? Vous montez avec quoi finalement quand vous quittez les pirogues? Au sommet? Ouais. Ben, en fait, l'essentiel pour dormir, c'est-à-dire les bâches, le hamac, David, dis-moi si je me trompe, et puis de quoi manger, parce que là-haut, du coup, il n'y a pas de chasse et pas de pêche. Donc, des rations, des boîtes de conserve, les sacs faisaient entre à peu près 13-15 kilos chacun. Enfin, voilà. C'était pas la partie la plus agréable. Et pour l'eau, vous faisiez comment? Les bouteilles d'eau? Là-haut, en fait, on avait des bouteilles d'eau tout le long parce que la rivière, donc, elle est vachement polluée au mercure, donc il n'est quand même pas super conseillé de la boire. On avait aussi quand même emmené des filtres, voilà, des filtres et des pastilles. Et puis là-haut, on prenait, alors là, il fallait vraiment être rationné parce qu'on prenait dans les petites gouilles, mais qui servaient, alors il y avait 2 petites gouilles, parce que c'était la saison sèche, donc il y en avait une qui servait à la toilette, enfin la toilette minimale, hein, vraiment strict minimale, et puis l'autre qui servait à boire, donc on filtrait. C'est aussi pour ça que là-haut, en fait, il reste 3 jours maximum, parce qu'il y a aussi un problème d'eau. Très vite, il n'y en a plus, en fait. C'est de l'eau... non, je crois que c'est pas que de l'eau de pluie. Hein. Il me semble qu'il y a une espèce de source. Oui, si, c'est ce qu'il nous disait. Ouais, c'est de résurgence, oui, il y a une petite source, mais qui peut être plus ou moins importante. Et à chaque fois, même en fonction de la saison, même eux qui connaissent, ils ont quand même la surprise. C'est-à-dire qu'ils arrivent là-haut, parfois ils s'attendent à vraiment un truc beaucoup plus important, ils ont la surprise de voir un petit truc ou l'inverse, quoi. Et en plus, il marche. Oui, en fait, on voyait le chef de l'expédition, qui est un local, un Amérindien. Lui, c'est son métier, il fait ça à longueur d'année, mais je pensais que c'était une zone interdite. Alors en fait, lui, il est né là, il est né dans le village où on va chercher la bière, là, la Cachiri, le village de sa mère. Maintenant, il vit à Maripasoula, mais il est né là. Et en fait, lui, ça fait à peu près une vingtaine d'années depuis qu'il est tout petit. Il accompagnait déjà son grand-oncle qu'on voit là, dans les expéditions. Et quand il a commencé à être adulte, il a accompagné des expéditions avant que ce soit ouvert au tourisme, parce qu'il y avait les militaires et les scientifiques qui allaient beaucoup dans ces zones-là. Donc il en a fait ce métier, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée il y a 2 ans, parce qu'il fait vraiment partie de ces Wayana, lui qui ont la double culture. Il est vraiment totalement, on le voit, il parle extrêmement bien français, il est totalement dans la culture française, mais en même temps, il veut vraiment garder sa culture Wayana, et lui, c'était vraiment la solution qu'il a trouvée pour garder les deux, c'était ça, c'était d'ouvrir ce territoire pour être dedans. Oui, pour prolonger ce que tu viens de dire, dans un territoire à préserver, menacer, la déforestation, la pollution, les chercheurs d'or, etc., il y a une première solution qui consiste à interdire totalement, c'est le cas, cette zone, à toute intrusion, à tout tourisme. Mais on ne sait pas ce qui s'y passe. Et puis il y a cette solution, et c'est ça qui est très intéressant là, qui est de se dire, je ne vais pas totalement éjecter les Occidentaux, les métropolitains en l'occurrence, ou les touristes du monde entier de cette zone-là. Je vais au contraire réussir à faire, alors pour le coup, un tourisme différent, autrement, qui permet à la fois de vivre pour eux, d'avoir quand même quelques revenus, et en même temps, en emmenant des gens sur place, tu les sensibilises. En emmenant une équipe de tournage sur place, la preuve, on connaît, on découvre un territoire à préserver, et on réussit finalement à faire beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire faire un peu de tourisme, mais pas trop, gagner un peu d'argent, et surtout, concrètement, sensibiliser les gens qui viennent à la nécessaire préservation de ce lieu sauvage. Et donc c'est cette espèce d'équilibre nouveau, et c'était le but aussi de ce projet-là, parce qu'il s'inscrit dans une collection de François qui s'appelle Le tourisme autrement, ou quelque chose comme ça, de montrer des formes de tourisme qui permettent justement de marier toutes ces contraintes habituellement qu'on ne peut pas marier justement. Et puis juste, je complète avec une chose, ce que disait Eric. Michel, il emmène les gens dans ce territoire puisqu'il a des autorisations pour le faire, mais il les emmène vraiment sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut vivre entre guillemets à l'amérindienne, c'est-à-dire qu'effectivement on l'a vu, hein, c'est la chasse, la pêche, on dort en hamac, etc. Mais ce qui est super important pour lui, c'est que c'est vraiment dans les villages. C'est encore plus important, là les consignes sont encore plus fortes. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le passé, dans ces villages-là, des flots de touristes qui étaient déversés
pour venir au zoo, en gros, pour prendre des photos. Voilà, ils attendaient en gros un chef à plume. Aujourd'hui, Michel, il est super attentif à ça. Et il y a une volonté d'aller dans les villages, parce qu'il y a aussi une nécessité, hein, mais il y a des haltes à faire dans les villages. Mais on l'a vu, c'est vraiment, on est très 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 discret, on se fait discret, on demande l'autorisation, et on ne va pas comme ça, nous pour filmer évidemment, on demande l'autorisation. Les gens ne se baladent pas, les touristes, en prenant des photos partout. C'est vraiment, il l'a fait vraiment de façon, enfin en tout cas pour ce qu'on en a ressenti, plutôt maligne et vraiment respectueuse, quoi. Elle s'appelle Nathalie, gère une petite agence à Cayenne. Donc c'est elle qui fait le premier filtre par rapport aux touristes. Donc on parle d'expédition et pas d'excursion lambda. Et effectivement, par rapport aux autorisations, et pour répondre concrètement à votre question, cette zone interdite, elle avait été mise en place dans les années 70. Et à partir de 2007, quand on a installé le parc amazonien de Guyane sur le même territoire, donc ça s'est superposé. Donc effectivement, il y a les autorisations à la fois de la préfecture et aujourd'hui celle du parc amazonien, mais avec une grande tolérance évidemment pour les Wayanas. Et bien sûr, l'autorisation spirituelle aussi. Vous ne pouvez pas débarquer, comme vous dites, comme ça et faire n'importe quoi. Mais c'est Nathalie qui fait le premier filtre, d'où les 2 expéditions par an. Et elle explique bien aux gens ce à quoi ils doivent s'attendre. Vraiment. L'argument du gendarme, alors de dire qu'il y a des risques d'épidémie, de transfert de maladies, il caduque, c'est plus le cas. Voilà, ça a été vrai à un certain moment, mais plus maintenant. Ça donne envie, hein. Les gens qui font cette expédition, enfin les touristes qui ont fait cette expédition, ils ont payé quoi? Ils ont payé combien en fait? Le prix de l'expédition, c'est 800 de mémoire, 860, c'est ça? 860 €. Ouais, c'est ça, 860 € par personne. Avec l'avion, tout, absolument tout. L'avion de Cayenne à Maripasoula. Voilà, avec toute la logistique, et vous, en tant que visiteur, vous emmenez juste vos effets personnels. Entre 10 et 12 jours. Là, c'était 11 jours. 11 jours, voilà, c'est entre 10 et 12. Voilà, c'est pour l'aller-retour. D'accord. Bah, en fait, il faut une... Nathalie fait un gros filtre, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même un minimum de conditions physiques, parce que c'est pas évident, mais c'est pas non plus inaccessible du tout. Faut pas croire non plus que c'est quelque chose de... Parce que moi, je suis pas une athlète du tout, donc j'ai pas une condition physique extraordinaire. J'aime marcher, voilà, mais je suis pas du tout... Donc si je l'ai fait, c'est que c'est quand même accessible. Après, c'est plus sur les conditions... C'est pas forcément les conditions physiques... d'un athlète, c'est juste supporter ce que c'est. C'est l'aspect, par exemple, moi d'un point de vue personnel, ce qui m'a pesé vraiment, c'est qu'on n'a jamais en 11 jours un moment pour se poser, pour s'asseoir. Ça, par exemple, moi j'aurais rêvé d'avoir un truc comme ça pour m'asseoir. On ne peut pas s'asseoir par terre, il y a les bêtes, il y a la boue, il y a tout ça, et en même temps, on peut s'asseoir nulle part. Sur un tronc, il ne faut mieux pas vu ce qu'il y a dessus. Donc voilà, on n'a même pas, on ne se pose pas. Alors en tournage, c'est encore pire, on n'a pas un quart d'heure à se dire je me pose un peu à l'aise. Non, on n'est jamais à l'aise et reposé en fait. C'est ça qui est difficile, plus que le fait de... L'ascension, elle est difficile parce qu'il fait 40 degrés, qu'il y a un taux d'humidité et que les sacs sont très lourds. Mais sinon, c'est pas plus dur qu'une montagne dans les Alpes ou n'importe quoi. Si, le caméraman qui a été... quand je revois les images aujourd'hui, je me demande comment il les a tournées sincèrement les dernières pendant la montée, parce qu'il a eu une petite blessure... vraiment bénigne à la jambe 2-3 jours avant la montée, mais là-bas ça prend des proportions absolument hallucinantes. Donc il avait la jambe qui avait triplé de volume, il avait une fièvre de cheval, et pendant la montée je ne pensais pas qu'il tournerait parce qu'il était vraiment au plus mal. Et sur le mont, je crois que moi mon meilleur souvenir c'est les 2 jours en haut, mais je crois que lui ça doit pas être son meilleur souvenir parce qu'il a, en gros il est resté dans un hamac avec 42 fièvres sans pouvoir bouger pendant 2 jours. Donc c'était pas... oui, si, il y a eu ça, mais sinon il n'y a pas eu d'autres... Je passe sur les désordres gastro... Comment on dit voilà, hein, ça... évidemment, ça, c'est le cadeau qui va avec. Mais sinon, rien de trop grave. Y a-t-il des rangers pour protéger cette zone? Comment se fait la protection pour prévenir leur paillage clandestin qui pourrait venir des pays voisins? Parce que la zone les frontières sont poreuses. Ouais, alors ce sont les Indiens qui font eux-mêmes la surveillance de leur territoire? Alors pour l'expédition même, il n'y a pas de surveillance particulière, c'est vraiment les guides qui assurent notre protection. Ils sont 4, hein, donc puisqu'il y a les 2 guides plus les 2 accompagnateurs, les takaristes.
Après, il n'y a pas de protection particulière parce qu'eux-mêmes savent exactement ce qu'ils font, où ils vont. Nous, en ce qui concerne l'orpaillage, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes dans ces zones-là. On ne l'a pas vu du tout, mais on sait que c'est présent, puisque c'est vraiment pas loin, hein. C'est derrière, dans la forêt, c'est vraiment pas loin. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des mesures, s'il y a eu parfois des problèmes. Nous, on n'a vraiment pas rencontré ce genre de problème. Sur la surveillance de cette partie de la Guyane, c'est une mission de la Légion. Je crois qu'elle y va une fois tous les... Oui, 2 fois par an. Elle descend. Voilà, une patrouille qui va s'assurer que la borne n'a pas été déplacée et qu'elle est toujours au même endroit. C'est la Légion qui s'en charge. Mais à l'intérieur même de la forêt des cours d'eau, ce sont les Amérindiens qui... Non, pas particulièrement. Oui. C'est trop... Il y a beaucoup trop d'espace, c'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir circuler. Vous avez vu, il y a un moment, quand le canot il passe, il y a 30 mètres d'écart. Ça veut dire qu'on peut facilement traverser. Et c'est ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde traverse et tout le monde rentre. Il n'y a pas de frontière, tout le monde rentre et sort comme ils veulent. Même au sein de cette zone protégée, il y a de l'orpaillage illégal. Oui, en arrière des villages amérindiens. Rivières. Et le problème, c'est que les Amérindiens, leur seule eau en approvisionnement, c'était les rivières. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Il y en a beaucoup qui sont en train de mourir parce qu'ils utilisent l'eau de la rivière et l'eau de la rivière est polluée de mercure. Et par exemple, on leur demande de ne plus manger les poissons carnassiers. S'il y a des circulaires dans les villages amérindiens, on leur explique qu'il ne faut plus. Voilà. Mais le problème, c'est que les poissons carnassiers, vous les avez vus dans le film, nous on n'a mangé que ça, des poissons carnassiers, puisque c'est ceux-là qui mangent depuis toujours et c'est ceux qu'on trouve le plus, les piranhas par exemple. Alors nous, c'est vrai que ça craignait moins, parce que plus on monte, évidemment, moins il y a de risques. Mais c'est vrai que les zones vers les villages, elles sont complètement infestées. Donc c'est un vrai problème, enfin c'est leur problème majeur, et c'est aussi pour ça qu'ils se sentent complètement abandonnés, les abandonnés de la République, comme ils disent, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de prise en compte de ce problème majeur qu'est l'orpaillage clandestin, pour eux en tout cas. Ah, ouais. C'est bon. Oui, c'était le poisson. Ouais, c'est pas mal. C'est le brochet de la Guyane. C'est un super carnassier, il a un bout de chaîne alimentaire. C'était le tout premier. C'est celui qui fait encore plus peur que le piranha, pour donner un. C'est celui qui fait qu'on ne va pas trop prendre sa douche dans le fleuve trop souvent, en fait. Le brochet de l'Amazonie, avec des super dents. Super en pêche sportive, aussi. Ah ouais, si vous pêchez, je vous assure que celui-là, il vous envoie de belles sensations. Niveau chassé, là. Comment? Niveau chassé, le petit rongeur, là, ou le caïman, est-ce qu'il faut manger des poissons? Ben, le caïman, c'est pareil, je pense qu'il est totalement infesté aussi. Ah bah oui, bien sûr. Après, oui, c'est vrai qu'il faut le chasser, mais je pense que les terres sont aussi gorgées de mercure. Enfin, là-bas, c'est le problème, il est quand même... Il est majeur, mais il est aussi dans la terre qui est gorgée de mercure. Moi, c'est ce qu'on me disait là-bas. Après, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais ils chassent aussi. Le problème de la chasse, c'est que il y a eu de plus en plus de chasse et qu'il faut aller de plus en plus loin. Et il y a un moment aussi où il n'y a plus grand-chose non plus, quoi. Donc, mais c'est toujours une limite pour le tourisme, ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas grand-chose à manger, un jour, on dira que les gens. Donc, surtout un pays en fait, biodiversité. Freiner le mercure, comment freiner le mercure? Oui, c'est tout le combat, on va dire, qui est mené avec les services de l'État et tous ceux qui veulent bien se donner la peine de s'occuper de ce problème d'orpaillage clandestin. Mais on est déjà bien conscient de ça. Je veux dire, aujourd'hui, si on limite à 2 expéditions par an, c'est aussi pour ces raisons-là, évidemment. On tient compte de tous les paramètres. et c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée quand on a voulu monter le film, monter le projet. C'est que c'est vrai que c'est... Moi, ce qui m'intéressait aussi dans l'idée de cette expédition, c'est justement d'aller dans un territoire qui est encore vierge, encore protégé, et en même temps, il y a un vrai paradoxe. On met l'accent, on fait un documentaire pour dire aux gens, regardez comme c'est formidable, et quelque part, c'est de la publicité, donc il y a une espèce de truc complètement antinomique. Et en même temps, ce que vous disiez, c'est que ce qui me retient pas trop, c'est que je sais qu'il y a un filtre. C'est pas un territoire ouvert, donc on peut pas demain se dire, ah bah, il y a 15 personnes qui vont voir le film, qui vont y aller, ils vont prendre leur pirogue, ils vont y aller, ils peuvent pas. Donc de toute façon, il y a ce filtre-là qui fait qu'il n'y aura jamais un tourisme de masse là-bas, c'est pas possible. Même si le chef du village a quand même dit que c'était l'avenir des jeunes. Hein. Oui, parce que lui, il est assez désespéré hein, quand on discute avec lui, parce qu'il n'y a pas de boulot de toute façon. Donc lui, effectivement, il dit que c'est une voie d'avenir, mais ça ne pourra jamais être une voie énorme, parce qu'encore une fois, il ne peut pas y avoir un développement de tourisme de masse là-bas, c'est pas possible. Donc, parce qu'il n'y a déjà pas les infrastructures, donc de toute façon, ils ne vont pas mettre un hôtel au fond de la... Non, le parc amazonien, non. Il y a d'autres projets pour cette partie-là de la Guyane. Les petits villages, pourquoi
Mais c'est un peu ce qui se... Non, Alors, on n'a pas dans insisté le là-dessus, mais il y a, documentaire, il y a- il y a de l'agriculture sur abattis, Oui, par sur exemple. Colline. Chacun a son abattis. Hein, il y en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas culturellement. Non, ils élèvent des l'élevage, poules. c'est pas. C'est tout. Non, c'est surtout l'agriculture, la pêche, les Amérindiens, et le tourisme, ponctuellement. L'artisanat aussi, ça rentre dans le tourisme, hein, il valorise beaucoup la vannerie, qui est revendue à Maripasoula et qui arrive aussi sur Cayenne. Le parc amazonien, pour ouvrir une parenthèse, parce qu'ils ont aussi été partenaires de l'opération. Donc le parc amazonien a été créé en 2007 et fait un énorme travail qui est en cours de structuration de cette partie de la Guyane avec 2 grandes zones. Une zone de cœur qui ne fera jamais l'objet de développement quel qu'il soit, et une zone ouverte au tourisme et à du développement avec les Amérindiens Wayana d'un côté et les autres groupes ethniques qui sont du côté Brésil et dans le sud. Donc on est en train de travailler sur tout ça. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que c'est, comme disait Claire, hein, c'est pas forcément facile, mais ce qu'on retient, c'est cette ouverture des Wayana, parce que pendant un moment, c'était pas évident, c'était pas gagné. Et avec des garçons comme Michel, c'est vraiment l'avenir, parce que lui, il évolue entre les deux mondes. Vous avez peut-être entendu parler des problèmes que certains Amérindiens ont connus sur le littoral, des problèmes de suicide, des choses comme ça, parce qu'ils se retrouvaient un peu entre les deux mondes. Et on voit à travers cette jeune génération, celle de Michel en tout cas, qu'ils prennent les choses à bras-le-corps et qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. En termes de développement sur leur territoire, et on salue beaucoup ça. Et le tourisme peut être une réponse pour eux, pour essayer d'endiguer ce mal-être qui se manifeste encore aujourd'hui auprès de l'ensemble des Amérindiens de la Guyane. Et pour les fixer en forêt aussi. Pardon ? Pour qu'ils restent aussi au Oui, pour qu'ils restent aussi par la salle. Merci encore à vous.